Bienvenue dans le monde passionnant d'Iconic Women's Circle Academy. Je suis ravie de lancer ce tout nouveau podcast qui vous donnera un aperçu captivant des 4 piliers sur lesquels, à l'aide d'experts, Iconic Women's Circle travaille. Dans chaque épisode, nous explorerons en profondeur les domaines clés qui sont essentiels pour renforcer et apporter plus d'autonomie aux femmes. Grâce à nos experts, nous vous fournirons des conseils pratiques, des astuces et des connaissances approfondies au possible pour vous aider à améliorer votre quotidien. Pas de recette miracle. Cependant, l'outil pour aiguiser votre esprit afin de prévenir ou résoudre des problématiques bien réelles, que vous soyez une entrepreneure ambitieuse, une professionnelle déterminée ou désireuse d'apprendre à prendre soin de votre santé physique et mentale, à mieux communiquer tout en usant de plus de répartie, à faire respecter vos droits et à préparer votre futur économique plus sereinement, ce podcast est fait pour vous. Rejoignez-nous chaque mois alors que nous explorerons les voies de l'autonomisation au féminin. Préparez-vous à être inspiré, informé et motivé à prendre place dans le monde avec bien plus de confiance et de détermination. Car lorsque l'on a une réponse à un problème, ce n'est déjà plus un problème. Restez à l'écoute pour notre premier épisode qui sortira bientôt. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune mise à jour. L'Iconic Women's Circle Academy vous ouvre ses portes et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre parcours. Préparez-vous à vous immerger dans un univers dédié à la femme. L'injonction de la société est trop complexe. On nous dit, tu dois être une femme forte, tu dois élever tes enfants, tu dois travailler, tu dois. À aucun moment, il y a attention. Il faut faire des bilans, attention. Prends soin de toi, attention. Surveille ce que tu as mangé. C'est dit, mais c'est toujours dit dans le sens négatif du terme, pour la critique pure et dure. Pas dans le sens où fais-le pour toi, pour ta santé. La porte d'entrée des maladies cardiovasculaires graves comme la péricardite, c'est une dent mal soignée, l'hygiène bucco-dentaire. Aujourd'hui, nous recevons Johanna Gringrin, infirmière cadre, formatrice, écrivaine, femme aux multiples casquettes. Pour ce podcast, nous solliciterons son expérience dans le corps médical afin qu'elle nous apporte plus de précisions sur le rapport qu'ont les femmes aux soins et à leur santé, les risques auxquels elles font face et quelques astuces sur comment y pallier. Restez à l'écoute. Bonjour Johanna. Bonjour. Je te remercie d'avoir répondu présente à ce podcast qui traitera le thème de la relation de la femme aux soins et à la santé. Donc le thème m'a paru important, d'être traité, même s'il existe différents documentaires ou supports qui ont mis la lumière sur les problématiques et les spécificités. Cependant, la question m'a été posée indirectement lors de l'écoute d'un podcast. L'un des autres a fait la remarque que certaines femmes, j'ouvre les guillemets, noires, je ferme les guillemets, ne prennent pas soin d'elles physiquement, intellectuellement, voire psychiquement. Je me suis penchée sur le cas des femmes en général et le rapport qu'elles ont à la médecine. Et en premier lieu, les causes médicales, car je traiterai la partie socioculturelle, voire psychologique un peu plus tard dans un prochain podcast. J'ai fait appel à toi, personne du corps médical, pour apporter quelques éclaircissements par rapport à ton expérience et ton vécu. Donc pour commencer, je t'invite maintenant à te présenter juste pour que l'on sache d'où tu parles. Donc moi c'est Johanna, j'ai 38 ans, je vis en France, je suis dans le milieu paramédical depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai commencé en tant qu'aide-soignante, puis infirmière. Je suis actuellement en master de management pour avoir des missions de management et d'encadrement, dont la direction d'établissement. Et donc je participe avec plaisir à ce podcast. Rentrons dans le vif du sujet. Je me suis intéressée à la définition propre de ces mots-là, donc je n'ai pas été très loin. J'ai juste cherché la définition dans le Petit Robert. Et à la suite de cela, je te poserai quelques questions. D'accord. La définition du soin qu'apporte le Petit Robert est celle-ci, celle qui m'intéresse en tout cas, donc par rapport aux soins. Donc c'est des actes par lesquels on soigne, une attention,
une prévenance, une sollicitude. Par exemple, un enfant a besoin de soins, comme on dit aussi aux bons soins d'eux, les soins du corps, soins de beauté. Donc c'est une action par laquelle on conserve ou on rétablit la santé. Donc ça c'est pour le soin. Quel est ton rapport au soin? Quelle serait ta définition à toi du soin? Alors, soin, d'accord, j'ai bien vu, c'est un peu ce que reflète un peu cette définition, mais plus dans le sens où il n'y a pas seulement le fait de soigner, c'est aussi conserver la santé. Parce qu'on peut prendre soin de quelqu'un qui n'est pas malade, donc on va lui apporter des choses pour maintenir sa santé, physique, émotionnelle, psychologique ou autre, c'est-à-dire porter une attention à la personne. Faire preuve de bienveillance à la personne, tout simplement, en justement ne pas lui souhaitant du mal ou lui faire du mal. C'est de la protéger. Donc, à travers mon métier, soin, c'est le rôle propre du soignant. Il est là pour apporter un réconfort, apporter un regard bienveillant à la personne qui est en perte d'autonomie. Parce qu'une fois qu'on perd, quel que soit l'aspect de la santé, on perd ce statut d'autonomie. On est dans un besoin. La santé, quand on la perd, ou le soin, quand on en a besoin, on a une fragilité. Donc pour moi, soigner, c'est ça, c'est répondre aux besoins de s'occuper de la personne dans son entièreté. D'accord, très bien, je te remercie. Maintenant, je vais te lire donc la définition de Pierre Robert concernant la santé. Donc, un bon état physiologique d'un être vivant, fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme, être plein de santé. Voilà. Ensuite, c'est également le fonctionnement plus ou moins harmonieux de l'organisme sur une période assez longue, un équilibre psychique également, donc une santé mentale et intellectuelle. Quelle est selon toi ta propre définition de la santé? Avant de commencer par ma propre définition de la santé, on va prendre la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Oui. Selon l'OMS, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Intéressant. L'OMS, il l'a défini justement pour vraiment encadrer tous les aspects de la santé. Très bien. Donc tu dis physique, mental et social. Et social. Qu'est-ce qu'ils entendent par social? L'exemple type. On n'a aucune maladie, tout va bien. Tout d'un coup, on a des problèmes de logement, on a des problèmes d'argent. Ça, c'est un aspect social. Et ça va avoir un impact sur notre santé. Ça peut avoir un problème sur la santé mentale, dépression, anxiété et autres, qui est lié justement à notre position de faiblesse dans la société, puisque on peut perdre son logement, enfin voilà, ça peut aller très loin. Mais aussi social, ça peut avoir des conséquences sur le physique, puisque tout ce qui est maladie psychosociale, psychomentale, quand on a un problème d'anxiété, ça peut se majorer et se transformer en problème physique. Donc si socialement, problème, d'addiction ou autre, ça a forcément un impact. Donc tout est en lien. C'est pour ça que la définition de l'OMS, c'est une des choses, que ce soit à l'école d'aide-soignante ou que ce soit à l'infirmière, c'est la définition type que tout soignant connaît. Très bien, c'est très intéressant. Et puis, comme je le disais un peu plus, quand je le disais en amont, c'est une partie que l'on traitera dans un deuxième podcast concernant la partie justement socioculturelle en termes de soins et de santé. Là, nous allons nous focaliser plus ou moins sur la partie médicale physique. D'accord. Alors, très bien. Donc, je te remercie d'avoir apporté déjà un bel éclaircissement par rapport à la définition de l'OMS. Voilà, selon toi, les femmes ont-elles un bon rapport à leur santé et aux soins qu'elles s'apportent à elles-mêmes? Pour commencer, les femmes, la condition et comment elles sont élevées, pour la plupart, parce que ce sont juste des généralités, c'est pas toutes les femmes qui vont avoir les aspects de ce que je vais mentionner.
généralement, dans la culture afro-descendante ou afro tout court, la femme doit avoir la posture de quelqu'un infaillible. Tout va bien. On les conditionne, on nous conditionne, parce que je fais partie du lot, à penser que tout va bien, de minimiser les choses. Oh, j'ai mal au ventre, j'ai mes règles, c'est normal. Maintenant, ça devient, on commence à en parler pour dire que non, ce n'est pas normal. Mais quand même, dans l'histoire de la médecine, ça fait quand même des années que ce genre de choses existe et on ne s'est jamais intéressé, on l'a banalisé. Donc, ancré dans ce système-là, de se dire, oui, t'as ça, t'es une femme, c'est normal. Comment, en tant que femme, on peut se dire, s'écouter et se prendre au sérieux et se soigner? L'injonction de la société est trop complexe. On nous dit, tu dois être une femme forte, tu dois élever tes enfants, tu dois travailler, tu dois. À aucun moment, il y a, attention, il faut faire des bilans, attention, prends soin de toi, attention, surveille ce que tu as mangé. C'est dit, mais c'est toujours dit dans le sens négatif du terme, pour la critique pure et dure. Pas dans le sens où fais-le pour toi, pour ta santé. Ça devient une critique, ça devient pas quelque chose de bienveillant. Encore une fois, c'est le mot que j'ai utilisé juste avant. Dans le soin, il faut de la bienveillance. Et ce rapport-là, avoir la bienveillance envers soi, c'est une chose que, pour les femmes, c'est assez compliqué. Qu'est-ce que ça génère en fait comme comportement chez la femme par rapport à sa santé, le fait qu'il y ait ces injonctions et le fait qu'on tente d'annihiler quelque part son besoin en fait de pouvoir prendre soin d'elle, si je comprends bien, prendre soin d'elle et de sa santé. Qu'est-ce que ça génère comme comportement que tu aurais pu voir au sein de ton travail? Des prises en charge tardives. Par exemple, le diabète, l'hypertension, les maladies évitables, bien sûr, qui n'ont pas de symptômes physiques rapides. Oui. Une fois qu'on commence à ressentir des symptômes de ce genre de maladie, c'est que ça fait déjà quelques années que la maladie est là. Donc, la prise en charge tardive fait qu'on a une perte de chance. Mais ça, c'est pour toutes les maladies. Là, je parle des maladies évitables qu'on ne ressent pas de douleur ni quoi que ce soit. Mais il y a tout ce qui est cancer. On n'apprend pas à faire ses dépistages, palper les seins, aller faire des bilans sanguins réguliers, faire des check-up une fois par an. Ça, c'est le truc tout bête. Aller voir son médecin traitant et se dire, allez, cette année, prescrivez-moi mon bilan complet. Bilan complet. On regarde tous les marqueurs dans le sang, donc une prise de sang. Très bien. On va voir son gynécologue, on va voir son dentiste. C'est un check-up. C'est pas faire une partie du soin et pas le reste, en fait. Savoir où j'en suis. Il faut apprendre à savoir où on en est. Comme une voiture, tous les 2 ans, il y a un contrôle technique. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Il faut enregistrer qu'il faut faire notre propre contrôle technique. Parce que c'est pas le moment où il y a le voyant rouge, ça faisait longtemps qu'il se passait quelque chose. Donc, si on attend, forcément, après, pour le traitement, c'est beaucoup plus lourd. Et forcément, ça va avoir un impact psychologique, parce qu'on va dire, si j'avais su, c'est cela. Donc, tout découle. Si on a la prévention et de se dire, voilà, c'est un truc que je dois faire, c'est comme ça, c'est pour ma santé. Voilà, on le fait, point. Il y a des choses qu'on fait quand on a faim ou qu'on doit faire à manger, on réfléchit pas. Ce genre de choses-là, ça devrait être des automatismes. Et chez nous, c'est compliqué. On va le faire pour les enfants, on va faire pour la famille, on va faire pour les amis, leur donner des conseils. Mais quand il s'agit de soi, c'est tout de suite plus compliqué. Très bien. Donc là, tu réponds exactement à ma deuxième question, qui est en quoi est-il important de faire un suivi approfondi au niveau santé chez la femme. Et là, tu viens de nommer quelques exemples. Et j'aimerais que tu puisses rebondir, peut-être que tu l'as déjà fait, mais la première cause de mortalité chez la femme est liée aux maladies cardiovasculaires. Oui. Et peu de femmes sont informées. Ah, ça, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Tu peux nous en dire quelques mots? Alors déjà, une première chose. La première porte des maladies d'entrée
des maladies cardiovasculaires évitables, infectieuses, c'est-à-dire une péricardite, c'est-à-dire quand le muscle cardiaque est envahi par une bactérie, un truc bête, hein. On peut en mourir. Péricardite, c'est gravissime. La porte d'entrée, c'est les caries. Ah oui. La porte d'entrée des maladies cardiovasculaires graves comme la péricardite, c'est une dent mal soignée, l'hygiène bucco-dentaire. Et le souci, c'est que comme toutes les symptomatologies, toutes les études qui sont faites en laboratoire ou sur des cobayes ou sur des personnes, généralement, ce sont des hommes qu'on prend. J'allais dire justement. Voilà, ce sont des hommes. Donc leurs symptômes sont étudiés et transposés pour les femmes en se disant juste que voilà, c'est juste le gabarit de la femme qui change. Mais pas du tout. L'homme, par exemple, pour un infarctus du myocarde, il va avoir la douleur au bras gauche, l'engourdissement, machin, une douleur thoracique et compagnie. Ben, pour les femmes, c'est une douleur dans le dos. Donc on va avoir mal au dos, on va se dire j'ai mal au dos, c'est rien, et la personne elle meurt dans son sommeil. Ou je fais une crise d'angoisse, c'est rien. Donc pour les femmes, cela peut être une douleur dans le dos ou une crise d'angoisse. Exactement. Et combien de femmes font des crises d'angoisse? Il y en a énormément. Ça c'est sûr. D'accord. Qu'est-ce que tu recommandes justement donc à ces femmes de faire? Tu as parlé de check-up, hein, à l'année. C'est ça que tu recommanderais? Check-up, exactement. L'hygiène de vie, hein, ça, il n'y a pas de secret malheureusement. Hein. L'hygiène de vie, c'est-à-dire la nourriture, ce qu'on consomme, trop gras, trop sucré, trop salé, tout ce qu'on voit à la pub et compagnie. Hein, je pense même qu'à force de l'entendre, ça n'a même plus de sens. Oui. On n'arrive même plus à entendre le vrai message dans le message en fait. C'est tellement banalisé, manger 5 fruits et légumes par jour et ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé, qu'on se rend même plus compte de qu'est-ce que ça veut dire pour de vrai. Le sel, c'est quelque chose qui est dans notre corps, qui va retenir l'eau. L'eau dans nos vaisseaux sanguins. Donc forcément, ça va rétracter les veines. Et donc, notre cœur, pour pouvoir récupérer son sang, il va pomper beaucoup plus vite. Voilà pourquoi on dit sel et hypertension, c'est la même chose. Parce que à cause du sel qui fait que notre pression artérielle elle est élevée, ça fragilise les vaisseaux sanguins et ça fragilise le muscle cardiaque. Donc, infarctus de myocarde, AVC et tout le tintouin. Ce que tu essayes de nous dire, je ne veux pas interpréter, mais dis-moi si c'est juste ou faux, c'est qu'il y a un manque d'information, que l'information n'est pas complète. Et du coup, les personnes savent que le sel, c'est pas bon, mais elles ne savent pas vraiment pour quelle raison. Exactement. Oui, ça va pas en profondeur. C'est bien beau de dire il faut pas manger sucré, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait quoi? Je vais manger trop sucré. Oh, ben, c'est pas grave, ça donne le diabète. Oh, c'est une maladie de vieux, de toute façon. D'accord. Alors que non, pas du tout. Le diabète, pour ressentir les symptômes, au moment où on ressent les symptômes, soif, polyurie, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de faire pipi tout le temps, fatigue extrême, ces 3 signes-là, on peut se dire, oh, je sais pas, j'ai une infection urinaire, ou oh, j'ai soif en ce moment, oh, je suis fatigué. Ça, ce sont des signes, une fois qu'ils y sont, ça veut dire que ça fait déjà 10 ans que vous êtes diabétique. 10 ans. Waouh. Pendant 10 ans, on vit avec notre maladie tranquille, donc on a nos affaires tranquilles, et en fait, pendant ce temps-là, elle est là, quoi. D'accord. Au moment où il y a les signes, oui. Alors justement, est-ce que tu as constaté, est-ce qu'on peut même dire qu'il y a une preuve de négligence de la part du corps médical, du milieu hospitalier, de la part des soignants, parce que quand tu nous dis qu'au bout de 10 ans, que l'on constate à un certain stade ce que tu nous as présenté, il y a déjà eu 10 ans qui se sont passés. Donc ça aurait pu être détecté auparavant. Ça peut être détecté si on demande de faire un bilan, ou si, comme par hasard, il y a eu un bilan de fait. Mais s'il n'y a jamais rien eu, si vous n'allez pas consulter, on ne peut pas reprocher au corps médical, on les a jamais approchés. C'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait une part de
Il faut se débrouiller, quoi. Il faut aller devant eux. Un médecin ou l'hôpital ou autre, c'est des humains hein, comme tout le monde. Hein. Si vous avez aucun symptôme, encore une fois, et les symptômes s'ils s'installent, c'est que c'est trop tard. Donc il va pas deviner. Si vous lui dites pas, dans ma famille il y a du diabète, il va pas y penser. Ou même dans votre famille, si on vous le dit pas, voilà. Donc le souci, il est là. On peut pas dire négligence ou ils doivent le faire. Non, ils vont pas faire les examens si vous en parlez pas. Donc il faut se tenir au courant soi-même de ses propres antécédents et sa propre santé. C'est pas les autres qui doivent s'occuper de notre santé, c'est nous-mêmes en fait. D'accord, donc c'est s'informer pour pouvoir informer au mieux effectivement les soignants, oui. De manière à utiliser les éléments nécessaires pour pouvoir nous soigner eux aussi au mieux. C'est ça. D'accord, très bien. Je ne vais pas vraiment rebondir sur la partie, comme je dis, est-ce que tu aurais constaté des négligences en milieu hospitalier ? Nous en avions déjà parlé et nous en parlerons une autre fois concernant certaines négligences qui ont lieu. Mais par rapport à la femme, tout de même, je voudrais savoir si le fait que l'injonction dont tu parlais tout à l'heure à être, en d'autres termes, une superwoman et à faire taire ses besoins en termes de soins, donc du coup à négliger sa santé, représente déjà pour moi une certaine forme de négligence. Mais est-ce que lorsque cette femme, n'importe quelle femme, vient en milieu hospitalier, est-ce que quelque part, elle est également niée dans ce qu'elle est, quelque part, parce que nous avons parlé en premier lieu du fait que la médecine est testée sur les hommes, donc hommes d'1m75, 80 kg, caucasiens, voilà. Et deuxièmement, est-ce que à l'hôpital, les soignants sont capables de prendre en charge et en compte la douleur et les symptômes que les femmes dont elles peuvent leur faire part. Ma question est assez longue. Oui, j'ai bien situé. J'ai situé quand même. En fait, les soignants, il y a beaucoup d'études qui ont été faites justement sur la position culturelle. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Hein, contrairement à il y a 30 ans, encore seulement 30 ans, c'est même pas vieux. Hein, mais il y a quand même eu des avancées de ce côté-là. Ensuite, comme dans tous les métiers, je vais dire, il y a un peu des brebis galeuses un peu partout. Hein, on n'est pas à l'abri de tomber sur quelqu'un de pas forcément bienveillant, quelqu'un qui a des a priori, le fameux histoire du syndrome méditerranéen. Il y a encore des gens qui croient, hein, qui pensent que les personnes autres que caucasiens simuleraient encore plus fort leurs douleurs ou leurs symptômes juste parce qu'ils sont d'une autre culture. Il y a encore des soignants qui croient, dur comme fer, hein. Mais malheureusement, heureusement les mentalités évoluent, hein. C'est pas tous, mais c'est vrai que malheureusement ça peut exister. Et moi je préconise que lorsque vous sentez que vous n'êtes pas forcément bien pris en charge, il faut demander un autre avis. Il faut pas avoir peur. Un médecin, j'aime bien le dire, c'est comme un coiffeur. Hein. Ça nous plaît pas, on n'a pas confiance. Ça doit être une relation de confiance quand même, un médecin quand même. C'est un peu intime, on rentre dans l'intime. Hein. Donc, on n'a pas confiance, on change. On demande quelqu'un d'autre. La santé, c'est trop précieux, c'est trop un luxe. Donc, on peut pas se permettre de rater quelque chose. Donc, pour moi, il faut vraiment pas avoir peur de prendre son courage si on se sent un peu maltraité, mal aiguillé. Voilà. On demande un autre avis. On fait appel à des associations. Il y a beaucoup d'associations de patients. Hein. Il y a des associations de patients, justement, qui défendent les personnes hospitalisées et des fois, il y a des cas comme ça. Donc, faut vraiment pas hésiter. Faut pas rester seul dans des moments comme ça. D'accord. Donc là, tu as effectivement parlé du syndrome méditerranéen. Maintenant, si on parle uniquement, si on est dans une espèce de généralité par rapport à la femme, est-ce que la femme, lorsqu'elle se présente dans un hôpital, est-ce que sa douleur est niée ou est-ce qu'elle est accueillie ? Peu importe laquelle. Je pense qu'elle est accueillie. Après, c'est l'interprétation de l'accueil, parce que on se doit d'évaluer la douleur d'une personne. On se doit de lui demander
sur une échelle, par exemple, de 1 à 10, à combien est sa douleur? 1, rien du tout, et 10, insupportable, limite à en mourir. Donc, le soignant doit faire, c'est dans nos études, on a l'obligation de le faire. Et surtout, une fois que c'est fait, prendre la mesure qui va avec, s'il y a des médicaments à donner ou quoi aux caisses, et surtout, après que le médicament a été donné, 1h30, voire 2 heures après, réévaluer. Parce qu'on ne peut pas se dire, je donne le médicament, et puis c'est bon, débrouille-toi, quoi. Si le médicament n'a pas effet, comment on peut réagir? On peut pas le savoir si on ne l'évalue pas. Donc, si on n'a pas le bon traitement, et on entend que la personne se plaint, j'ai encore mal, faut faire quelque chose. D'accord. Donc, ça aussi, c'est les soignants, ils doivent savoir que on peut pas donner un traitement sans réévaluer son effet derrière. Très bien. Je voudrais rebondir sur l'une des questions que tu as su anticiper auparavant, quelque part, mais voilà. Est-ce que selon toi, une médecine du genre aujourd'hui serait urgente? Car comme tu l'as dit juste un peu avant, les douleurs, par exemple, chez la femme concernant les maladies cardiovasculaires se présentent différemment, et je ne le savais pas, et je pense qu'il y a énormément de femmes qui ne le savent pas, qu'une douleur dans le dos ou tout simplement des crises d'angoisse, et qu'également la porte finalement d'entrée serait les caries concernant les maladies cardiovasculaires. Selon toi, est-ce qu'une médecine du genre serait aujourd'hui urgente? C'est déjà en place, hein. Il y a déjà beaucoup d'études qui ont été faites, il y a des médecins qui se forment au fur et à mesure. Après, moi je dis rien ne vaut l'information, quoi. Voilà, si on dit voilà, médecin, j'ai ça, mais c'est pas habituel, je n'ai pas porté de charge lourde, j'ai pas. En fait, un médecin, c'est comme un enquêteur. Si vous lui ramenez pas des preuves, pour qu'il ait pour qu'il trouve, comme Dr House, hein, pour qu'il trouve la maladie, si vous lui décrivez pas vraiment les choses, on peut pas deviner, on peut pas, en tant que médecin ou soignant, il faut nous dire vraiment c'est quoi. C'est pas juste, oh, je sais pas, je suis pas bien. Ça veut rien dire. On peut pas réagir à je suis pas bien. Ça peut être aussi dû au syndrome de la blouse blanche, c'est-à-dire qu'il y a une certaine autorité qui fait que, d'une part, le patient a la sensation de ne rien savoir, donc de laisser toute la notion d'évaluer aux soignants ou aux médecins. Donc, deuxième chose, effectivement, ne s'informe pas parce que normalement, selon lui, c'est également l'hôpital qui sera en mesure de lui dire ce qu'il a. Je parle bien du syndrome de la blouse blanche, dans le sens où les gens, quand ils se présentent, je pense que c'est arrivé à un peu tout le monde, d'avoir la sensation d'être en face d'une autorité. Comment peut-on justement arriver, selon toi, à se responsabiliser, en d'autres termes, et prendre le taureau par les cornes concernant notre santé, c'est-à-dire que nous sommes acteurs et non pas uniquement des personnes qui attendent une réponse de la part du corps médical. Moi, je pense que l'une des solutions, c'est de se dire que le soignant en face, c'est un être humain. Un médecin, c'est quelqu'un qui a fait des études, mais il reste pas moins un être humain que quelqu'un qui est plombier, que quelqu'un qui est maçon. Il ne peut pas avoir une autorité supérieure ou ça, c'était ce qu'on pensait il y a 60, 70 ans encore. Et encore, je suis gentille, hein, je dirais même plus 100 ans, mais bon. Voilà, avant, le médecin, c'était une figure d'autorité, comme le pasteur du village, comme l'enseignant. Voilà, c'était des gens que socialement, on leur devait le respect. On doit le respect à tout le monde. C'est pas que aux médecins, c'est pas que aux profs ou quoi que ce soit. C'est à tout le monde. C'est pas eux qui ont fait un certain nombre d'études. Pour moi, ça n'a rien à voir. Il a le droit à l'erreur, même si quand c'est la santé des gens, c'est très compliqué. Il a le droit d'être quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui est pas forcément aimable, ou au contraire qui est très bienveillant, qui explique bien les choses, ou encore au contraire qui va prendre 10 minutes de consultation pour enchaîner les malades. Tout est possible.
il faut se mettre dans la tête que c'est juste un être humain. Il y en a des biens et il y en a des moins bien. Mais c'est pas pour autant que on doit les aduler et prendre leur consigne pour argent comptant sans nous-mêmes être, comme tu l'as dit très bien, être acteurs. Parce que voilà, c'est votre santé. Le médecin, vous avez fermé la porte de son cabinet, c'est fini, son travail il est fait. Mais vous, votre travail il continue parce que s'il vous a prescrit de prendre des médicaments et vous le faites pas derrière, vous allez pas venir le voir pour dire mais je comprends pas, je suis encore malade. Ah ben non, c'est vous. S'il va vous dire bah là il faut perdre du poids et puis que vous lui dites oui je vais le faire et puis derrière vous faites rien, vous allez pas lui dire mais franchement vos conseils là, regardez j'ai pas perdu de poids. Bah non, c'est vous. Donc, une forme de responsabilisation. Exactement. Que chaque personne puisse se responsabiliser en termes de sa santé, s'informer auprès d'experts, mais s'informer aussi par rapport à ce qui a pu se produire dans sa famille pour pouvoir avoir des éléments concrets et précis à donner auprès du corps médical. Et également prendre soin de sa santé, donc pour ça il faut s'informer également, savoir comment faire. Mais il y a tout de même, dans ce que j'entends par rapport à ce que tu es en train de me dire, un manque d'information qui n'est pas délivré. Parce que, ok, les femmes doivent faire des check-ups, ou en tout cas, on parle des femmes principalement, donc voilà. Les femmes doivent faire des check-ups, sinon, évidemment, elles ne sauront pas où elles en sont. Mais il est aussi important, durant les check-ups, que le médecin, ou même durant une visite de simple courtoisie chez le médecin, juste pour un rhume des foins ou autre, je pense que le docteur puisse rappeler à la femme, tiens, voilà, est-ce que vous avez fait votre dernier examen gynécologique ou un check-up serait bon d'être fait, et de prodiguer des informations aussi, parce que c'est délicat d'aller chercher ces informations soi-même. Oui, bien sûr. Mais le souci, c'est que là, on rentre dans un système très compliqué avec la pénurie des médecins. Avec le manque de temps, le manque d'argent, le manque de tout ce qu'on veut. Donc en fait là on rentre dans un système de rentabilité. Même si c'est le rôle des médecins de faire de la prévention, mais aussi des infirmières, mais aussi de l'hôpital, mais aussi de quelques soignants que vous croisez, même votre kiné, même n'importe qui doit pouvoir vous faire de la prévention. Mais le souci c'est qu'on est arrivé dans un système de relation au temps et à l'argent qui empêche de combler ces missions-là, parce que ça veut dire que là, vous prenez votre consultation. Si par la grande chance ou tout le hasard, vous arrivez à être pris à l'heure, c'est déjà pas mal. Ensuite de ça, il y a d'autres personnes dans la salle. Il est déjà peut-être en retard, peut-être pas, mais il y a d'autres personnes derrière. Et là, vous venez parce que vous avez votre rhume des foins, et vous dites que là, il faudrait qu'il prenne le temps de. Alors que lui, il veut juste vous voir pour un problème aigu, et qu'il n'a pas forcément dans sa tête dit aujourd'hui je fais de la prévention, quoi. Il faut du temps pour ça. Parce que le prix de votre consultation, si vous avez votre consultation pour votre problème aigu et vous le mélangez aussi avec de la prévention, ça veut dire qu'en gros c'est comme si c'était 2 consultations. D'accord. Alors justement, est-ce que les médecines dites préventives seraient donc selon toi une alternative? Oui, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, hein. Tout ce qui est naturopathie, c'est des thérapeutes, voilà, naturopathie, kinésiologue, toutes ces choses-là alternatives, ce sont des thérapeutes qui prennent le temps, ce que n'a pas le médecin traitant. D'accord. Donc, eux, généralement, quand on fait une première consultation, on fait le point. Ce qu'on ne fait pas chez le médecin traitant. On vient le voir, généralement, c'est surtout quand on a un problème. C'est très rare d'aller quand on n'a rien. Ah bah tiens, j'ai besoin d'une boîte de Doliprane, je vais passer le voir. Mais sinon, si je suis pas malade, pourquoi j'irais? On n'a pas ce réflexe. Même lui, on arrive dans son cabinet, oui alors vous venez pourquoi? Oh non, je venais vous voir juste pour faire le point. C'est délicat. Bien qu'on doit le faire.
mais c'est délicat. Faut se remettre en question, quoi. C'est compliqué. Donc pour ça, le fait qu'en France, la sécurité sociale propose généralement assez souvent des check-up pris en charge, non payé, il n'y a pas besoin de payer, et vraiment vous faites tout, bilan orthophoniste, les yeux, les dents, prise de sang, maladies sexuelles, tout, ils font tout, et c'est pris en charge par l'État. Mais pareil, il faut le demander. Si vous tombez sur la personne au hasard où on vous envoie l'invitation, ok, mais vous avez le droit de le demander aussi. Très bien, écoute, merci pour ces éclaircissements. Selon toi, après le check-up, tu as déjà répondu, il me semble, par rapport aux différentes sources, aux différentes possibilités qu'ont donc les femmes de pouvoir commencer à prendre soin de soi. Mais si tu devais récapituler et que ce soit dit à une jeune fille, voilà, de 15 ans, qui a déjà commencé à avoir des gynécologues, déjà commencé à peut-être faire un check-up, à faire ses vaccins si elle souhaite voyager ou autre, qu'est-ce que tu recommanderais à une jeune femme pour qu'elle puisse commencer et débuter sa vie dans les meilleures conditions et se responsabiliser par rapport à sa santé? Tout d'abord, se renseigner, ne pas attendre que quelque chose arrive. C'est-à-dire, il y a maintenant beaucoup de choses, il y a des TikTok, il y a des journaux, il y a tout. De temps en temps, 1 ou 2 fois par mois, regardez ce qui se passe au niveau de la santé. Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de rappels de médicaments, des médicaments de la vie courante en plus. Le Smexta, le Dolirum, tout ça. Bizarrement, ces médicaments, maintenant, ils vont être interdits parce qu'ils sont dangereux. C'est bien d'être au courant parce que dans notre pharmacie, ces médicaments, ils y sont. Les boîtes de Smexta, j'en ai à l'appel à la maison. Donc, il faut se tenir au courant. L'information aujourd'hui, elle est tellement facile d'accès qu'on peut pas se permettre de se dire on va me dire quoi. Non, il faut aller la chercher. Faut pas avoir peur, il faut regarder. C'est pas tous les jours, c'est pas toutes les 5 minutes, mais 1 à 2 fois par mois. Moi, je trouve ça sympa de regarder un reportage, de regarder un médecin qui parle un petit peu de choses, des avancées technologiques, de se tenir au courant. D'accord, donc s'informer, c'est déjà pas mal. Exactement. D'accord. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, on va dire, donne-nous 3 conseils. Donc, on va dire que celui-ci, c'est le premier. Donc, s'informer. Quel serait le deuxième et le troisième, selon toi, qui pourrait aider Connaître ses antécédents familiaux. D'accord. Parce que des fois, on est un peu pudique, on n'ose pas trop demander ou on ne sait pas. Il faut en parler. Il faut savoir ce qui se passe dans la famille, parce que forcément, ça a un impact sur soi. Donc, si vous entendez, il y a des fibromes, il y a beaucoup d'hypertension, il y a du diabète, telle personne a eu un cancer, tout ça, ce sont des choses importantes qui va devoir être signalées à son médecin, en fait. Donc, être au courant, c'est très important. D'accord. Ok. Et le troisième conseil que tu pourrais prodiguer? S'écouter. Faire confiance à son corps, parce que le corps, il nous parle. Le corps, il nous dit des choses. Il nous dit quand il y a un truc qui est pas normal. Il nous dit quand on manque de sommeil. Il l'exprime d'une façon, peut-être nous, on se rend pas compte de ce qu'il est en train de dire, mais c'est ce qu'il dit. Quand, par exemple, on a fait la fête, je sais pas, on est parti en boîte de 3-4 nuits dans la semaine et compagnie, on est fatigué. Et bizarrement, 3-4 jours après, on a envie de manger plus gras, plus sucré. Oh tiens, j'ai grave envie de manger du chocolat. Ou, en fait, ça, c'est des signes qui disent, oula, je suis fatigué, trouve une solution, donne-moi du réconfort. Voilà, il faut écouter son corps. Notre corps, il nous parle. Notre corps, il nous parle. On a mal à la tête, bizarrement, en ce moment. On a les yeux qui grattent et compagnie. Ah, peut-être que j'ai la vue qui baisse. J'en savais rien. Je prends un rendez-vous. Je vais consulter. Je vais voir si c'est pas ça qui me donne des migraines ophtalmiques. Vraiment, écouter son corps. Ne pas le banaliser. Ne pas dire, oh, c'est bon, c'est juste parce que je suis fatiguée. Oh, c'est bon, c'est rien. Non, mais je vais pas me plaindre parce qu'ils vont dire, oh là là, celle-là, elle a toujours un truc. On a le droit d'avoir un truc. On a le droit, notre corps, il n'y a que nous qui pouvons l'entretenir comme la voiture. Donc si on n'écoute pas les bruits bizarres qu'elle fait, un jour, ça tombe en panne et là, c'est un peu plus compliqué à gérer, quoi. Donc on s'écoute.
On s'écoute, on arrête les injonctions de se dire non, tu dois être forte, tu dois pas te plaindre, voilà, t'as de la chance déjà, tout ce que t'as, machin. Non. On s'écoute. D'accord, donc je récapitule pour ceux qui n'auraient pas noté. Donc, bien évidemment, se responsabiliser, donc en s'informant, donc s'informer. La deuxième chose, donc, c'est connaître les antécédents de votre famille. Et la troisième chose, c'est donc s'écouter. Voilà, donc la toute dernière question que je poserai donc à Johanna, à quoi ressemblerait pour toi idéalement la médecine / soin de demain pour la femme? Ce serait une médecine bienveillante et qui prendrait plus le temps d'écouter, plus le temps de renseigner, plus le temps de comprendre quand on dit je sais pas, je me sens fatiguée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire forcément de la fatigue physique, ça peut être tout autre. Et essayer de creuser pour comprendre c'est quoi qui ne va pas. Voilà, ce serait une médecine qui prendrait son temps, mais qui aurait en allié le patient qui comprendrait le but de comment se passe une consultation, quelle chose il faudrait mentionner comme symptôme. Quelqu'un qui connaîtrait, par exemple, si elle a une maladie comme le diabète ou autre, qui comprendrait son traitement. Pas plus que je prends le médicament, point. Non, ce serait quelqu'un vraiment d'actif. Très bien. Donc, quel rôle il aurait à jouer? Comprendre le rôle qu'il a à jouer pour pouvoir être quelque part le partenaire du soignant, du médecin ou autre, si je comprends bien. C'est ça. Superbe. Très bien. Eh bien, je te remercie, Johanna. C'était donc le premier volet concernant la santé et le soin par rapport à la femme. Les deux prochains volets traiteront de la partie socioculturelle et également de la partie ethnique. Voilà, donc je vous invite tous à rester comme on dirait, branchés au niveau du podcast. Et je remercie énormément Johanna. Merci à toi d'avoir pris le temps d'apporter quelques éclaircissements. Et on te réinvitera sûrement pour de prochaines aventures. Sachez que Johanna n'est pas seulement dans le corps médical, il m'avait invité par rapport à cela, mais c'est aussi une écrivaine et c'est aussi une personne qui regorge d'énormément de ressources, qui fait plein d'autres choses. Donc il se peut qu'elle réapparaisse dans nos prochains épisodes de podcast. Restez attentifs. Merci encore, Johanna. Merci à vous, à bientôt. À bientôt.